C'est bon? Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de l'ONG Réseau Unité pour le développement de la Mauritanie, je vous souhaite les bienvenus pour assister à notre panel, le trafic humain en Afrique. À vrai dire, le trafic des êtres humains regroupe deux principaux volets. La traite humaine et le trafic d'immigrants, combinés ou séparés, ces trafics sont organisés et criminels. Selon la définition onusienne, la traite humaine désigne le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou d'autres moyens en vue de l'exploiter. Les femmes et les enfants sont les principales victimes de la traite des êtres humains en Afrique, surtout dans les zones touchées par des conflits armés, si l'on considère l'impact cumulatif des facteurs qui y sont associés. Souvent, l'instabilité politique, la faiblesse de l'état du droit et le manque d'accès aux besoins fondamentaux. Ces facteurs peuvent amener des personnes à tomber entre les griffes des trafiquants et de bandes criminelles de trafic. Il convient de rappeler que ce phénomène criminel s'inscrit dans la dynamique économique mondiale moderne. Bien qu'il soit très difficile de fournir des chiffres précis sur la traite des êtres humains, selon un rapport de l'Union africaine en 2021, 40 millions de personnes ont été victimes de la traite dans le monde en 2016, dont 23% en Afrique. Ça veut dire à peu près 9 millions. Toujours selon le rapport de l'Union africaine, 3,4 millions d'entre elles ont été traitées comme des esclaves, soumis au travail forcé. 45% de ces personnes ont été réduites en esclavage pour dette. Un commerce qui, selon le rapport de l'Organisation mondiale du travail de 2014, a généré des profits illégaux de 150 milliards de dollars dans le monde, dont 100 milliards proviennent de l'exploitation sexuelle des victimes de la traite. Si des efforts considérables ont été déployés pour lutter contre la traite des êtres humains dans certains pays, il n'en est pas le cas dans d'autres, bien qu'ils disposent de cadres juridiques internationaux. D'où la nécessité de la mise en place d'un cadre politique clair pour la lutte contre le trafic d'immigrants et la traite humaine qui est alimentée par le manque d'opportunités d'emploi suffisantes et appropriées pour les populations jeunes en pleine expansion dans les pays africains et prendre conscience du caractère unique de ce crime et son impact négatif de la société. Les Nations Unies luttent activement contre la traite humaine, mais leurs actions ne peuvent aboutir sans une coopération internationale claire et complémentaire. Le but de notre panel est de lancer la lumière sur ce fléau en Afrique qui compromet l'avenir des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, comprendre le contexte de la traite des êtres humains, son impact sur les populations vulnérables, y compris les enfants et les migrants, et les stratégies de la prévention de la lutte contre la traite humaine et comment aboutir à une implication des ONG pour s'accomplir avec les politiques des États. Pour approcher la question, nous avons le plaisir d'accueillir et de vous présenter nos panélistes. Monsieur Abdelwahab Gain, président d'Africa Watch. Dr Mohamed Saleh, qui est président d'African Center for Democracy and Human Rights Studies, qui est une organisation dotée de statut COSOC. Dr Minal Ghzal, président de l'ONG Defenders for Human Rights. Dr Lamine Dianko, le président d'Africa Culture International Human Rights, est une organisation aussi dotée de son statut ECOSOC. Je vais d'abord commencer par M. Abdelhadi Gain. Abdelwahab Gain. Pour mieux comprendre le contexte de la traite des êtres humains, pourriez-vous nous donner un aperçu de la traite des êtres humains, sa définition et ses différentes formes en citant les facteurs spécifiques contribuant à la traite des êtres humains en Afrique? Je vous remercie. قلت شكرا جزيلا للأخ سعيد على منح هذه الفرصة للتحدث حول
إشكالية الاتجار بالبشر. من المعروف أن الاتجار بالبشر كجريمة هي من أقدم الجرائم. من أقدم الجرائم التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، على أساس أن هذه الجرائم لم يتم إعداد اتفاقيات دولية أو بروتوكولات تسعى إلى الحد منها أو التعرض لها. إلى العقدين الماضيين منذ تقريبا 20 سنة تم إعداد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة عند النساء والأطفال. Alors, M. Abdelwahab a commencé par dire que la traite humaine est un crime qui est très ancien. Très ancien, c'est que juste avant une décennie qu'un cadre législatif peut avoir le jour. C'est mieux que je parle en français un peu. Alors, si vous avez... de parler en français parce que vraiment, je ne maîtrise pas la langue française. Pardon, je ne maîtrise pas la langue française, mais je vais tenter de parler un peu sur la traite humaine. Ou si vous voulez, je parle en espagnol, comme vous voulez, en français. Ça. Alors, le phénomène de traite des personnes, c'est un phénomène, ce sont des types de crimes qu'ils ont beaucoup d'années et qui est pratiqué depuis longtemps, mais le système onusien n'arrive pas à coordonner ses efforts pour tenir un protocole qui vise à faire des limites sur ce crime jusqu'à 2 décennies. Le protocole définit la traite humaine comme un crime contre les personnes et les groupes dans lesquels les personnes chargées ou les personnes responsables de ce crime cherchent à utiliser les personnes sans volonté, soit dans à caractère sexuel, soit dans les travaux forcés, soit dans des autres types d'utilisation des personnes, soit au niveau de l'usage comme des esclaves dans des usines, des maisons privées et d'autres circonstances indéfinies. Sachant qu'il y a des millions de personnes qui ont été victimes de traite des personnes, malgré tout ça, le cadre juridique international n'a pas arrivé à éradiquer ce phénomène parce qu'il y a beaucoup de contextes différents qui aident ou qui encouragent ce commerce des personnes. Et aussi, il y a une absence de volonté des États pour coordonner ces efforts au niveau international pour pouvoir entamer une campagne qui peut stopper ce phénomène. Il y a beaucoup de facteurs qui aident à tenir ou à proliférer ce phénomène, dans lesquels on peut citer par exemple les conditions sociales, comme la pauvreté, l'absence de travail, l'absence de réjouissance des droits politiques et civils, économiques, sociaux et culturels dans des pays pauvres et aussi dans des contextes de conflits armés. Aussi, il y a des groupes qui sont spécialistes en traite humaine vis-à-vis les intérêts qui profitent ce groupe de ce commerce. Les graves violations des droits de l'homme en matière de traite humaine sont diversifiées parce que n'importe quelle violation des droits de l'homme qui a relation avec le travail ou qui a relation avec la santé ou qui a relation avec par exemple, le droit à la liberté, le droit à l'expression et le droit au mouvement, au libre mouvement dans les frontières des pays, encourage de créer un problème de traite de personnes. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont été en état
en état illégal, n'est pas régulière dans les frontières et veulent, par exemple, passer les autres frontières, par exemple, ce qu'on voit à l'Afrique des Sahel et aux frontières de l'Afrique du Nord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent croiser les frontières pour passer à l'Europe. Alors, dans ces contextes, il y a des facteurs qui aident et qui encouragent ce type de traite des personnes et qui nous donnent des situations vraiment vulnérables vis-à-vis la soumission des personnes aux tortures, à la vente des femmes et des enfants, et au meurtre aussi. Par exemple, ce qui a passé à la Libye il y a 4 ans, de mettre des personnes dans des conteneurs pour pouvoir les revendre aux groupes armés. Il y a, par exemple, la nécessité d'un système qui est basé aux droits de l'homme. Par exemple, les campagnes des Nations Unies telles que couronnées par les efforts de l'UNICEF, comment s'appelle, le bureau de drogue, qui a fait un travail très saillant pour pouvoir entamer des procédures légales et des passages à stopper ce phénomène. Merci. Merci infiniment, M. Al-Wahhab. Vous avez risqué de nous induire en erreur car vous maîtrisez parfaitement le français. Alors, bien sûr, je vous remercie pour votre présentation. Vous avez évoqué le cadre juridique dédié à combattre la traite humaine qui est tout à fait récent et qui n'a pas encore arrivé, qui n'est pas encore arrivé à éradiquer ce phénomène. Il y a l'absence de volonté des États selon vous. Et vous avez dénombré les conditions, les facteurs qui favorisent cette traite, conditions sociales, situation socio-culturelle, aussi conflits armés, intérêts aussi intérêts des gangs, des commerces et des bandes qui travaillent sur cela. Et aussi, vous avez évoqué le défi de la migration irrégulière et cette migration qui favorise qu'il y a des bandes et des gangs qui procèdent à la vente des femmes, à la torture, tout en nous rappelant l'état de Libye où il y a des personnes il y a 4 ans, ont été réduites en esclavage. Aussi, vous avez parlé des bureaux de drogue et la nécessité de combattre ce phénomène. Merci. Maintenant, je cède la parole à au Dr. Mohamed Saleh. Mohamed Saleh, you are a very active member in the African Center for Democracy and Human Rights Studies. Regarding the impact on vulnerable populations, Dr. Saleh, you are from Sudan, and your center has certainly received reports and documentation about the impact of the civil war on the people. Could you please explain to us how this ongoing conflict in Sudan has created a breeding ground for traffickers, particularly women and children? Thank you. You have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne suis pas le président de l'Africa Center pour la démocratie et l'étude des droits humains, mais je suis un membre suppléant. Dans la salle, il y a the main representative of the African Center, and allow me to welcome him to this panel, as well as to welcome all the attendees. Of course, Mr. Said, Sudan is witnessing the highest or the gravest crisis in the world currently. The war or the conflict has been lasting in Sudan for many years,
and it has been stopped by interrupted peace agreements. However, the last war, the current war, is triggered by a coup d'etat happened in November 2021, and up to now, this conflict is the main trigger of the human trafficking in Sudan. So the human trafficking happening in Sudan is triggered by the political instability, the absence of conventional government in Sudan, because the current de facto authorities has no authority or has no proper organs to at least address the challenge of the human trafficking. And the human trafficking, the Sudanese victims of this human trafficking are used in forced labor by different exploiters. Women and girls are used in sexual slavery. Children who are vulnerable are recruited in the army due to this instability and this war. And also there are other geographical factors, push and pull factors. The main push for this is most of the Sudanese have lost their means of living, their livelihood things. So losing their jobs, and even the government is not in a position to pay salaries for the people who are working in the public sector. This has increased their vulnerability to be recruited, to be exploited in this trafficking. In addition to that, there is also lack of proper international cooperation to address this challenge, because there is no conventional institutions with whom interact. In the past, there was the Khartoum process. You know, Khartoum process was mainly established in 2014 by the by the European Union and Germany to tackle or to address the challenge of the human trafficking from the Horn of Africa, including Ethiopia, Eritrea, Somalia, Sudan, South Sudan, and Egypt. However, the main player of this in this conflict, the Rapid Support Forces, at that time were the Borders Control Forces, and they were unfortunately at that time even assisted by the European institutions and the international community in order to address the challenge of the human trafficking. However, in the long run, this proved to be destructive, because this has empowered the formation of the Rapid Support Forces. If we want to address the challenge, we have to know the genesis of the creation of the Rapid Support Forces, which is the other part of the middle of the Sudanese army. Both of them are the same actors, and they are triggered by the Muslim Brotherhood desire to come back to the power. So as it has been highlighted by Her Excellency Professor Suiban Mulali in her report on 27th of July, she highlighted that there is a lack of access of regular migration pathways in order to prevent the trafficking. And this has been manifested clearly when the war erupted. The huge number of Sudanese has been denied visas to go to the neighboring countries. And there are porous borders with the neighboring countries. So the people crossed to the neighboring countries, and this crossing has increased their vulnerability to be exploited by traffickers and abusers. And this was very clear if we consider the case of the people who crossed to Egypt, because Egypt in the past has an agreement with Sudan of free movement of persons. However, when the war erupted, Egyptian authorities or Egyptian government
has idled this agreement. So most of the population started to go there through smugglers. And these smugglers are abusing the population crossing as it has been, as they has been exploited in the past in Egypt, in Libya and other things. However, the players who are trying to address these issues, including the IOM, including the Save the Children, including World Vision, including Sudanese Red Crescent, including No Peace Without Justice, including the United Nations Office on Drugs and Crime, and including also our centers and our partners. All of us, we are not in position to address this challenge because of lack of resources, because of the magnitude of the numbers of the people who are crossing the borders. This, according to OSHA, up to 15th of April, more than 2.1 million cross the borders. However, this number, if we update it today, we will find it doubled. So where will these people go? They will go, and without having jobs, without having means of to sustain their life, they will be exploited. Women will be exploited in sexual slavery. Children are going to be recruited maybe by terrorist organizations. Maybe they be exploited by the new form of traffickers who are using today the digital technology in exploiting them, just communicating with them, and even doing with them brainwashing to cross to the Mediterranean or to cross to other nations. So this is the political instability, the war in Sudan, the resource limitation, the lack of coordination, among other incapacities also of the local actors, are making this challenge more difficult. And here we, as human rights activists and civil societies, we have to raise our voice in order to address this challenge without any intimidation. We have to name and shame all the actors, and also we have to put more pressures on the governments to address this issue. As well as to that, we have to work on strengthening the legal framework, increase awareness and education, support the victims of this enhance international cooperation, address the root causes of this thing, stop the war above all, and continue monitoring and collecting data and doing research in order to ease this situation. And we have, above all, we have to engage the communities. We have to engage the local communities who can play a vital role in sustaining these people who are victims of this trafficking. Of course, the time is limited, but I have more than 24 recommendations on these concrete recommendations, which I can read, but the time I don't think will not allow me to go through all these 24 recommendations. But here they are available, but I invite the people to read the report or the communications of 22nd March 24 from the council here, and also to read the US report on 24 on the human trafficking, to read the report of Amnesty International and Human Rights Watch, who are working also monitoring this aggravating phenomenon. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mohamed Saleh, for your valuable presentation. Dans votre présentation, vous avez évoqué que le Soudan maintenant est en guerre, est en guerre qui a duré et qui a été déclenchée par un coup d'État, et que ce conflit
a vraiment été, qui a engendré beaucoup de, a engendré le trafic humain, le trafic humain. Il y a le travail forcé, l'abus sexuel des femmes, l'exploitation des enfants, etc. Et ceci, cela aussi, il dit aux les facteurs géopolitiques, tout en nous rappelons le Khartoum process ou le process de Khartoum où un groupe armé qui a pris le contrôle paramilitaire, qui a pris le contrôle de la frontière. Et cela, bien sûr, vu le nombre croissant et le nombre, très grand nombre, à peu près 2 millions de personnes qui veulent traverser ces frontières, que des bandes ont exploité cela dans le sens de créer un commerce de trafic humain. Merci infiniment. Et nous aurions aimé entendre votre carte 24 recommandations, mais malheureusement le temps nous presse. Nous voulons laisser interagir avec l'audience. Je passe maintenant la parole à Dr Mina Al-Ghzal. Dr Mina Al-Ghzal, c'est la présidente de Human Rights Defender. C'est une organisation œuvrant au sud du Maroc, à Lyon précisément. Il va nous parler sur l'impact de la traite des êtres humains dans les camps Tindouf, comme vous l'avez dit, sur les stratégies de prévention et de réponse. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous remercie de me donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui sur un sujet assez important que la traite humaine. Nous savions tous que c'est un phénomène qui continue de menacer les droits fondamentaux de millions de personnes à travers le monde et particulièrement en Afrique. Comme il a mentionné mon collègue, l'Afrique est l'une des régions les plus touchées par la traite des êtres humains. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le continent africain est à la fois une zone d'origine, de transit et de destination pour les victimes de traite. Ce fléau affecte particulièrement les populations vulnérables telles que les femmes, les enfants et les migrants. Des personnes sont enlevées, vendues ou trompées avant d'être exploitées à des fins diverses. Esclavage moderne, travail forcé, exploitation sexuelle, voire prélèvement d'organes. En Afrique, les facteurs qui facilitent la traite sont nombreux. Comme déjà cité, la pauvreté, l'instabilité politique, les conflits armés et l'absence d'institutions solides créant un terreau fertile pour ce commerce illicite. L'Afrique subsaharienne, en particulier en raison de ses conflits internes et de la faiblesse de son développement socio-économique, connaît une recrudescence alarmante de ces crimes. Dans cette région, les groupes vulnérables sont souvent piégés dans un cycle de violence et d'exploitation, privés de protection légale et laissés à la merci des trafiquants. Si l'on veut comprendre la vulnérabilité des populations face à la traite, il est indispensable de se pencher sur des contextes spécifiques, comme celui des camps du Tindouf, des réfugiés sahraouis à Tindouf, situés dans le sud-ouest de l'Algérie. Ces camps abritent des décennies de réfugiés sahraouis et illustrent bien les risques accrus auxquels ces populations sont confrontées. La situation dans les camps du Tindouf est particulièrement préoccupante. Isolés des mondes, soumis à des conditions de vie précaires, ces réfugiés dépendent presque entièrement de l'aide humanitaire pour survivre. Ce contexte de pauvreté extrême et d'isolement géographique rend la population, et notamment les enfants, les femmes et les jeunes, extrêmement vulnérables aux trafiquants. Il y a eu plusieurs rapports faisant état de pratiques de travail forcé, d'exploitation sexuelle et même d'enrôlement d'enfants soldats. Le manque de surveillance internationale,
combiné à l'absence de droits civiques pour les réfugiés, aggrave la situation. Il est impératif de renforcer la vigilance dans ces zones où le contrôle externe est quasi inexistant et où les victimes ont peu de recours pour dénoncer les abus qu'ils subissent. Les enfants sont certes les premières victimes de conflits. La situation des droits des enfants sahraouis séquestrés dans les camps du Tindouf est grave. Ils sont toujours soumis à des formes d'exploitation par le Polisario, ce groupe armé. Ces jeunes sont souvent arrachés à leur famille, exploités, endoctrinés idéologiquement, soumis à des entraînements militaires et parfois même déplacés vers d'autres pays sous prétexte de vacances de paix. Ces vacances, censées offrir un répit et une éducation aux enfants sahraouis, dissimulent parfois des réalités bien plus sombres. Certains enfants ne reviennent jamais dans leur famille et les conditions de leur séjour sont souvent opaques. Ce système, bien qu'initialement pensé pour aider, a été détourné par des individus sans scrupules qui exploitent la vulnérabilité de ces enfants. Des centaines d'enfants sahraouis sont victimes d'opérations de vente déguisées et d'adoption illégale, après avoir empêché certains d'entre eux de rejoindre leur famille biologique après la fin des vacances de la paix. Ces enfants ont souffert d'exploitation sexuelle récurrente et la diffusion des matériels pédopornographiques selon des témoignages relatés par d'anciennes victimes. Le programme Vacances en paix présente des caractéristiques proches de la traite des êtres humains, une pratique interdite par le protocole de Palerme, ratifié par ces pays hôtes. Les enfants sont déplacés sous des faux prétextes humanitaires, exploités politiquement et parfois sexuellement. En vertu de l'engagement de la communauté internationale à lutter contre la traite des êtres humains, la société civile doit agir pour mettre fin à ce programme. La protection contre l'exploitation, la violence et la traite des enfants est une responsabilité collective que la communauté internationale ne peut ignorer. Et il est de notre devoir de faire pression pour que des mesures soient prises afin d'assurer la sécurité et la protection des enfants dans les camps du Tindouf. La protection des droits des enfants réfugiés dans ces camps et dans d'autres contextes similaires est une préoccupation majeure pour la communauté internationale et qui nécessite la collaboration d'organisations internationales, d'ONG et de gouvernements. Pour répondre aux défis spécifiques posés par les camps du Tindouf, il est essentiel de mettre en place une surveillance internationale plus rigoureuse, en collaboration avec les agences onusiennes et les ONG. Les réfugiés doivent être protégés par le droit international et les allégations de traite humaine doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies avec des garanties de protection des témoins et des victimes. Mesdames et messieurs, la lutte contre la traite humaine en Afrique est particulièrement dans les zones sensibles ou bien les zones de conflit nécessite un engagement fort et durable. Les États doivent intensifier leurs efforts pour mettre fin à l'impunité des trafiquants tout en protégeant les plus vulnérables. Il est impératif aussi que les pays africains renforcent leur législation nationale pour lutter contre la traite des êtres humains, bien que plusieurs États aient ratifié des instruments internationaux tels que le protocole de Palerme, l'application de ces normes reste faible. Nous devons veiller à ce que ces lois soient appliquées de manière effective avec des sanctions dissuasives contre les trafiquants. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment, Dr Mina Ghazal, pour votre exposé qui est vraiment riche.
où vous avez parlé de l'Afrique qui la considérant comme le plus touché par ce phénomène de traite. Et ce fléau qui affecte, selon le docteur Mina, les femmes, les enfants, les migrants, en les obligeant au travail forcé ou être victimes des bandes de prélèvement des organes. Et aussi, il a parlé de la recrudescence alarmante au niveau de l'Afrique subsaharienne, tout en donnant un exemple vif qui est la situation alarmante des réfugiés au canton Tindouf et surtout les enfants qui ont victimes de trafic humain sous slogan de vacances de paix. Vacances de paix, ce sont des vacances qui sont organisées par le Front Polisario sous prétexte que ces enfants vont passer les 2 mois d'été en Europe juste pour fuir la chaleur, pour qu'ils se trouvent à la fin victimes d'adoption forcée par le biais des associations là-bas, des associations œuvrant dans ce sens. Et par conséquent, ils deviennent des victimes aussi d'abus sexuels, vu le très grand nombre des articles de presse qui ont parlé, qui ont évoqué que des enfants ont été adoptés par des familles et même des gens célibataires. Et voilà, il s'est produit que quelques dizaines parmi eux étaient victimes de pédophilie. Aussi, je vous remercie, docteur Larzal, pour les recommandations que vous avez faites, surtout le besoin de la mise en œuvre de protocoles de Palerme et aussi la responsabilité collective et aussi quand on dit la responsabilité collective, ça veut dire l'implication des États et des ONG dans l'éradication de ce phénomène. Alors, il nous reste juste un quart d'heure. Je vais passer la parole à docteur Dianko Lamine, président d'Africa Culture International Human Rights. Monsieur, parmi le trafic humain, il y a la traite humaine, il y a le trafic illicite d'immigrants. Alors ce trafic illicite d'immigrants à grande échelle et par-delà la frontière internationale met en péril la gouvernance d'immigration et constitue un défi majeur en Afrique. Pourriez-vous nous éliminer, M. Dianko, sur le profil migratoire et comment renforcer la lutte transnationale contre le trafic d'immigrants et la coopération internationale de son sens? À vous la parole. Merci. Chers panélistes, chers invités, camarades de la société civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je disais, chers panélistes, chers invités, camarades de la société civile, le trafic humain en Afrique a beaucoup d'enjeux et de recommandations. Le trafic humain est un crime transnational majeur qui touche des millions de personnes à travers le monde. Et l'Afrique est l'un des continents les plus touchés. Le trafic humain en Afrique prend de nombreuses formes, allant de l'exploitation sexuelle au travail forcé, en passant par la servitude domestique et la traite d'enfants. Malgré ces efforts croissants des gouvernements et des organisations internationales pour lutter contre le fléau, le problème persiste en raison de nombreux facteurs socio-économiques, politiques et culturels. Par définition et forme, le trafic humain en Afrique, le trafic humain est défini comme le recrutement, le transport, le transfert ou l'accueil des personnes par la force, la fraude ou la coercition et des fins d'exploitation. En Afrique, les principales formes de trafic humain incluent l'exploitation sexuelle. Les femmes et les jeunes filles sont souvent victimes de réseaux de prostitution forcée. Beaucoup sont trompés par des promesses d'emploi bien rémunérés dans les villes ou à l'étranger. Le trafic forcé, cette forme de trafic impose principalement des hommes et des femmes qui sont certains de travailler dans des conditions de servitude dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière ou les travaux domestiques. Le trafic d'enfants. Les enfants sont particulièrement vulnérables, souvent exploités par des travaux agricoles, la mendicité ou comme des enfants soldats dans les zones de conflit. Le trafic d'organes. Voilà un phénomène qui est actuellement très développé en Afrique. Le trafic d'organes humains est
également une forme croissante de trafic en Afrique alimentée par la demande internationale. Les causes du trafic humain en Afrique. Le trafic humain est alimenté par un ensemble de facteurs complexes qui varient d'un pays à l'autre, mais les principes causés incluent pauvreté et inégalité économique. La pauvreté est sans doute la principale cause du trafic humain en Afrique. La plupart des victimes sont issues de communautés pauvres où les familles sont passées à envoyer leurs enfants ou eux-mêmes dans les zones urbaines ou à l'étranger en quête de meilleures opportunités. Cette vulnérabilité économique est exploitée par les trafiquants qui promettent des emplois ou des opportunités éducatives, entraînant ainsi les victimes dans un cycle d'exploitation. Conflits et instabilité politique des pays. Les conflits armés et l'instabilité politique jouent également un rôle important dans la montée du trafic humain en Afrique. Des pays comme la Libye, le Soudan et la République centrafricaine et tant d'autres sont des exemples où les réfugiés et les déplacés internes deviennent des cibles faciles pour les trafiquants. Les enfants sont souvent recrutés de force comme soldats dans des conflits, tandis que les femmes et les jeunes filles sont enlevées et exploitées sexuellement. Il y a aussi ce que l'on appelle le manque d'éducation et de sensibilisation. L'ignorance des populations face aux dangers du trafic humain constitue un autre facteur dans les zones rurales où l'accès à l'éducation est limité. Les individus ne sont pas souvent conscients des réalités du trafic humain. Par ailleurs, la faible sensibilisation des autorités locales et nationales limite la capacité de répondre efficacement à ce problème. On peut ne pas citer aussi le système judiciaire des frontières qui est faible. Dans de nombreux pays africains, les systèmes judiciaires sont sous-financés et manquent de ressources pour combattre efficacement le trafic humain. En outre, les frontières souvent poreuses facilitent le déplacement transnational des victimes. Les réseaux criminels profitent de l'absence de la coordination entre les pays pour transporter des victimes sans être détectées. Il y a des conséquences, bien sûr. Les conséquences sont sociales. Le trafic humain provoque des dommages sociaux considérés. Les victimes sont souvent arrachées à leur famille et communauté, ce qui entraîne une rupture des liens sociaux. Les victimes de l'exploitation sexuelle, en particulier, souffrent de stigmatisation et sont souvent rejetées par leur communauté lorsqu'elles parviennent à s'échapper. Il y a aussi les conséquences économiques. Le trafic humain a un impact économique dévastateur sur les pays africains. Il perpétue le cycle de la pauvreté, car les victimes sont souvent sous-payées ou non rémunérées, ne peuvent pas contribuer au développement économique de leur communauté. De plus, la fuite des ressources humaines et le manque d'accès et des opportunités économiques durables dans les zones touchées par le trafic contribuent à la stigmatisation économique. La déstabilisation politique et insécurité, un facteur très touchant. Le trafic humain alimente également l'instabilité politique et la criminalité organisée. Dans de nombreuses régions, les groupes armés et terroristes financent leurs activités grâce à la traite des personnes. Cela affaiblit les États, les rend plus vulnérables à la corruption et sape les efforts de développement et de stabilisation. Je ne peux pas ne pas citer quelques recommandations, si vous me permettez. Le renforcement des cadres législatifs et application des lois. La collaboration régionale et internationale. Les programmes de sensibilisation et d'éducation. La lutte contre la pauvreté et la promotion du développement. Le soutien aux victimes. En conclusion, le soutien aux victimes de la traite ont besoin d'un soutien pour construire leur vie après avoir échappé à l'exploitation. Cela inclut des services de santé mentale, une assistance juridique et une réintégration socio-économique. Les gouvernements africains doivent collaborer avec les ONG et les organisations internationales pour établir des centres de réhabilitation et offrir un soutien continu aux victimes. Le trafic en Afrique et une crise humanitaire économique nécessitent des réponses coordonnées et adaptées aux réalités locales. Bien que les défis soient nombreux,
des efforts ciblés en matière de législation, des coopérations régionales, d'éducation et de développement économique peuvent contribuer à éradiquer ce fléau. Le rôle de la communauté internationale est également crucial pour soutenir les gouvernements africains dans cette lutte, en renforçant les initiatives locales et en protégeant les plus vulnérables. L'Afrique peut espérer réduire considérablement l'impact de la traite des êtres humains sur ses populations et ses économies. Merci de votre attention. Merci infiniment, M. Dianko. Vous avez vraiment, votre exposé a vraiment mis le point sur les I, comme on dit, et ça m'interpellait vraiment ce que vous avez dit comme recommandation, la collaboration régionale et internationale, la lutte contre la pauvreté. J'aimerais que l'auditoire, s'il a une question, un commentaire, dans les 5 minutes qui restent, je vous demande d'intervenir dans ce cadre. Monsieur Karl. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment très édifiant. J'ai une question. Les 3 livres saints, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, ils acceptent l'esclavage. Ils ont des idées là-dessus. Et si je regarde par exemple les talibés, qui sont les jeunes qui sont pris un peu partout et puis utilisés pour quémander dans la rue, que ce soit à Dakar ou que ce soit dans les pays au Nigeria, etc., que j'ai vu, comment ça se fait qu'on laisse ça passer et puis on n'a pas abordé le sujet justement ici? Merci. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une situation souvent qui est traditionnelle. Je prendrai l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, vous pouvez voir des milliers d'enfants qui sont dans la rue, mais une fois qu'une personne ou une autorité commence à en parler, les gens vont aller du côté traditionnel, soit disant non, ce sont des enfants qui ont faim, ce sont des enfants qui doivent étudier. Là, c'est une sous-table en fait. Et cette sous-table fait qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de s'en sortir. Il y a le côté coutumier, il y a le côté traditionnel, si je peux m'y exprimer. Il y a aussi le côté social. Parce que très souvent, ces enfants qui sont ramenés chez ces maîtres Coran pour étudier, au fond, ce n'est pas pour étudier, mais c'est pour aller soutirer de l'argent, c'est pour aller quémander en fait. Comment on peut voir un enfant dans la rue en train de demander de l'aumône jusqu'à 22 h du soir? Et c'est le cas dans beaucoup de parties. Francis Micheline, la présidente de CAPROS. Oui, au CAPROS international. Oui. Alors, merci de me donner la parole. Je veux rebondir sur les différentes interventions pour d'abord vous faire comprendre que les trafics des êtres humains ne commencent pas aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui a commencé depuis, mais il faudrait que le combat soit vraiment réel. Parce que ces filles qui quittent, ou ces jeunes qui quittent le pays pour aller ailleurs, se faire esclaves, ce sont des enfants qui sont achetés par un groupe de mafieux qui prennent de l'argent aux parents tout en leur faisant croire qu'ils vont aller leur donner du travail. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc, on revient encore sur le fait que les pays africains, malgré les richesses que regorge l'Afrique, les pays africains continuent à marginaliser les enfants, les jeunes, les filles comme des garçons. Et ces garçons, avec des gros diplômes, se voient obligés de quitter le pays, même s'ils ne savent pas qu'il y a un danger devant.
quand ils y vont, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, quand le problème, comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, c'est vrai, on va parler il faut une mobilisation réelle de la société civile, des ONG, et qui vont aller maintenant faire le plaidoyer auprès des institutions internationales, des Nations Unies et le secteur privé pour qu'ensemble on puisse trouver un problème durable de ce problème, de règlement. Merci. Le mal dont souffre l'Afrique et la mauvaise gouvernance. On voit maintenant que les coups d'État se succèdent, les conflits armés, les guerres civiles, etc. Tout ça a un impact qui ravage la gouvernance et qui ravage les personnes vulnérables. Et malheureusement, malgré les richesses de l'Afrique, tant qu'il n'y a pas de gouvernance, tant qu'il n'y a pas d'aspect démocratique de gouvernance, on n'y arrivera jamais à ce que l'on rêve et à ce que l'on désire. Il reste une minute. Vous voulez parler? Alors, monsieur docteur Bakar, à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me trouve un peu dans l'embarras en tant que juriste conseiller à la Cour pénale internationale d'intervenir après avoir eu le privilège de participer à ce panel très intéressant avec des analyses pertinentes d'orateurs avertis, n'est-ce pas, des différents problèmes qu'ils ont évoqués. Je les remercie, je les félicite. Mais en tant qu'avocat, je m'excuse, ce n'est pas une déformation professionnelle. Et en tant que Tunisien, gérant, c'est le cas de le dire, le cas de la Libye intégralement depuis 2011 en particulier, je me dois d'attirer votre honorable attention sur les véritables responsabilités de cette problématique. La responsabilité des puissances occidentales, internationales. L'OTAN en particulier est directement responsable de tous les malheurs du chaos que vit la Libye actuellement. 2 millions, il faut dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas, sur le terrain. 2 millions de nos frères africains ont quitté, en tant que travailleurs assurant la survie de leur foyer, ont quitté la Libye. J'ai vécu ce drame, n'est-ce pas, en 2011, après l'intervention, entre guillemets, c'est-à-dire l'attaque de plusieurs dizaines d'avions sur des cibles civiles, les villes libyennes, les populations mélangées, n'est-ce pas, libyens ou sud-sahariens. Depuis, la situation s'est dégradée dans ce pays. Et jusqu'à ce jour, il vit, ce pays, n'est-ce pas, complètement divisé, avec une société civile éclatée, de gouvernements, de pôles de pouvoir, une sécurité à zéro absolument. Et ce qui a aggravé le problème de la migration, puisque la Tunisie continue, via les frontières Tunisie-libyennes, à recevoir encore des milliers d'immigrants qui veulent, eux, traverser le bras de mer, aller vers l'Italie. Le problème le plus grave encore qui se pose pour la Tunisie, c'est ce trafic humain que exploitent certains pays. Il ne faut pas mettre en cause simplement les pays occidentaux. Pour la nommer, la Turquie et l'État de Qatar sont responsables du transfert de milliers de jeunes libyens et tunisiens sur les champs de bataille à tous les âges. Ce sont ces situations qui perdurent, qui causent, comment dirais-je, des tares permanentes et un préjudice à nos sociétés qui doivent être évoqués, ensuite poursuivis, qualifiés et pénalisés au niveau de la Cour pénale internationale. Merci infiniment. Je dois clôturer parce que le secrétariat m'a déjà donné signe. On a dépassé. Merci infiniment pour votre